Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette heure que nous allons passer ensemble pour vous présenter cette étude. Prise de poste en RSE, 260 professionnels témoignent. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour Hortense. Bonjour Hélène. Bonjour. Alors on va se présenter pour commencer. Donc moi je suis Guillaume Leblond, je suis le directeur de l'Institut d'économie durable, l'IED, qui est une école supérieure basée à Paris. Caroline. Caroline Bordeaux, donc je suis responsable du pôle expertise climat et RSE de Tuvalu, qui est un logiciel de reporting ESG et climat du groupe Lefebvre. Et vous avez été directrice RSE aussi Avant, par le passé. bien sûr, oui, on en parlera. Hélène. Alors moi je suis Hélène Dex-Van-Ruys, je suis directrice RSE chez directrice RSE zone IMIA chez WFS Worldwide Flight Services dans l'aéronautique. Et Hortense. Et Hortense Pelpel, consultante en RSE au sein de Michael Page, et je porte le développement de cette division au sein du cabinet de recrutement. Voilà. Génial. Alors, cette étude elle a été organisée par une coalition de partenaires, Michael Page, l'Institut d'économie durable, le Pacte mondial Réseau France, donc rattaché à l'ONU, Tuvalu et enfin Lefebvre Dalloz Compétences. Premièrement, on va faire un petit point de méthodologie pour vous présenter la manière dont elle a été menée et un petit peu vous présenter le panel des gens qui ont répondu à cette étude parce que ça donne du poids à tout ce qui va suivre. Ensuite, on va analyser les résultats de l'étude autour de 6 thèmes saillants. Et enfin, on se laissera 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous pourrez tout le long de la présentation poser des questions via le chat de Webikeo. Le contexte peut-être de cette étude. On sait que 2025-2026, c'est une période qui est chahutée pour la fonction RSE. Elle est clairement challengée par beaucoup, morte même on entend pour certains, et pour d'autres toujours solide et impérative et même instrumentale dans les plans de transition des grandes organisations. Donc c'est un peu ces deux aspects qui sont là. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a quand même des fondations qui sont solides, un leadership européen affirmé. Et peut-être un chiffre qu'on va représenter dans l'étude, mais qui ressort, c'est que sur les 260 répondants à l'étude, 75% donc des professionnels de la RSE se sentent toujours soutenus par leur direction. C'est beaucoup. C'est beaucoup, et ça dit que malgré les aléas, malgré le climat de backlash, il y a quand même un sentiment d'être soutenu en interne. Je ne sais pas si vous avez un commentaire peut-être sur ce climat du moment. Oui, alors moi je suis complètement alignée avec ce chiffre et cette dualité de contexte. Je voudrais quand même rajouter que effectivement le leadership européen c'est quand même quelque chose qui est vraiment très affirmé quand on compare à d'autres régions du monde et que en effet l'Europe est quand même pionnière en termes de RSE, ESG et non alors par vocation mais aussi au niveau réglementaire par rapport à la CSRD par exemple. Oui, on a vu aussi cette tendance dans les clients qu'on accompagne au sein de Tuvalu. Il y a eu peut-être un petit sujet, une dynamique un petit peu en pause en 2025 pour que tout le monde prenne de la hauteur, de la distance, réévalue aussi les priorités pour l'année et on sent quand même un dynamisme maintenu. Les projets continuent, donc on garde le cap, je dirais. Exactement. Et alors nous, on a l'habitude de rencontrer des clients et des candidats tous les jours. Et le climat a été évidemment très compliqué l'année dernière, mais je trouve que c'est très positif de voir qu'il y a autant d'objectifs durables qui sont maintenus. Et ça ressort dans l'étude. Tout à fait. La méthodologie de cette étude, elle a été menée entre janvier 2026 et mars 2026, donc tout récemment. On a eu les retours de 260 professionnels de la RSE, durabilité. À noter que bien sûr, en fonction des organisations, les noms peuvent changer, direction de l'engagement, impact, sustainability. Donc dans cette discussion et dans cette étude, on les traite à part égale. On a d'abord fait 21 interviews qualitatives, donc avec des directrices, responsables RSE ciblées. Et enfin, on a eu plus de 230 répondants à une enquête quantitative en ligne. Et enfin, 9 rédacteurs ont participé à la rédaction de cette étude, donc parmi les partenaires de l'étude et globalement tous assez fins connaisseurs des réalités et des métiers. Présentons un peu le panel. Alors là, Hortense, je vous laisse la main pour présenter un peu quelles sont les caractéristiques des répondants à cette étude.
Merci Guillaume. Alors le panel, ce qui est très intéressant, c'est qu'il est très diversifié. On voit que dans les répondants de l'étude, on a 47% qui viennent d'ETI, mais on a aussi des professionnels de grands groupes, 27%, et de PME, 22%. Quant au rattachement hiérarchique, alors là c'est très marqué, il y a 42% qui nous disent qu'ils sont rattachés directement à la direction générale. Et ça on le verra un petit peu plus loin et l'étude le montre, c'est un lien stratégique et hyper important. Ensuite concernant la taille, 2/3 des équipes sont composées entre 1 à 3 personnes, donc plutôt de petites équipes, même si évidemment il faut corréler ce chiffre à la taille de la structure. Et puis les types de postes occupés, alors là c'est assez varié, on a quand même une majorité de personnes qui sont responsables aujourd'hui avec 44% des répondants. Très clair. Et concernant les types de recrutement, alors là je ne sais pas ce que vous pensez de ce chiffre, mais 6 sur 10 qui sont issus d'une création de poste, c'est assez impressionnant. Enfin, je pense qu'on ne s'attendait pas à autant. Et puis, on a quand même sur les répondants la moitié qui ont au total 4 ans d'expérience maximum sur leur expérience globale. Voilà. Et c'est vrai que sur les créations de postes, on est donc en 2026, donc on regarde derrière nous des gens qui ont pris des postes entre 2, 3, 4 ans, et donc ça dit un peu le moment qu'on vient de vivre, avec bien sûr beaucoup d'objectifs fixés, beaucoup d'équipes en structuration. Et ça indique aussi la complexité qu'il peut y avoir à prendre un poste en création, et d'où l'intérêt aussi de mener cette étude. Complexité et excitation de prendre un nouveau poste. Et d'autant plus, alors je voulais juste rebondir, Guillaume, sur le fait que 6 recrutements sur 10 sont une création de poste, ce qui montre aussi que le ESG, la RSE, la sustainability a quand même le vent en poupe, malgré tout. On voit aussi les évolutions internes avec 27%, c'est-à-dire que c'est aussi une chance pour d'autres métiers, d'autres professionnels de faire des ponts, d'étendre soit leur portefeuille ou changer faire évoluer leurs compétences et leur périmètre. C'est aussi intéressant, c'est que ça attire aussi d'autres profils en interne qui... Voilà, on a vu notamment le contrôle de gestion, prendre le contrôle de gestion ESG. C'est un exemple qui nous est venu puisqu'on manipule beaucoup de données ESG. Donc on l'a vu apparaître ces 4 dernières années. Beaucoup de nouveaux profils existants qui prennent ce nouveau sujet. Donc c'est intéressant. Tout à fait. On a plusieurs interviewés dans l'étude qui présentent ça et qui arrivent souvent, et ils le citent comme une de leurs grandes forces avec leur connaissance de l'entreprise, des personnes, du business bien sûr. Et donc c'est vrai que ça donne une force en général à ces profils. Alors on va attaquer donc les résultats de l'étude qu'on va commenter et illustrer. Il y a 6 grands thèmes qui ressortent. Le premier c'est la gouvernance. Le deuxième c'est la posture de business partner, de partenaire opérationnel que souhaitent adopter les professionnels de la RSE. Le troisième c'est la complexité interne et externe qu'il faut maîtriser. La quatrième c'est le fait de jouer avec les forces et les moyens en présence. La 5e, c'est le fait d'embarquer les équipes. Et enfin, en 6e, d'éviter le piège de l'isolement. Alors, si on attaque le gros sujet de la gouvernance, on a posé au professionnel de la RSE la question: quel est l'élément qui a le plus facilité votre prise de poste? Et très largement ressort le soutien de la gouvernance. Hélène? Oui, alors pour moi, c'est un élément totalement clé. On sait bien que si le CEO n'est pas convaincu intimement, il ne peut pas embarquer ses people et les équipes. Donc, c'est la clé pour moi d'avoir une vraie stratégie ESG, monde, région ou autre. Si on n'a pas le CEO d'embarquer, on va être beaucoup moins performant et surtout avoir beaucoup moins d'impact. Alors que là, on a presque un boulevard quand on a le CEO qui est derrière et qui valide ce que vous faites, vos initiatives, etc. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est clé. Intéressant, c'est vrai qu'avoir un CEO embarqué, c'est le Graal. Quand on est dans une grande organisation, que ce n'est pas forcément le CEO, ça peut être quoi? D'autres points de relais, d'autres manières de structurer un appui de la gouvernance? Alors, pour moi, il y a plusieurs choses. Effectivement, pour avoir plus d'impact au niveau ESG, RSE, il faut que le département soit rattaché à la direction générale. Ça revient à dire soutien de la gouvernance. Après, quand on parle de gouvernance, c'est aussi mettre en place cette gouvernance. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir embarquer les gens? Ça, on le verra plus tard, mais pour installer la légitimité de la RSE. Chez moi, j'ai un ESG Council quarterly, ce qui veut dire que c'est quelque chose qui est présenté au board avec le CEO, ses direct reports, les patrons de pays, et pendant lequel je présente ce qui a été fait, les initiatives,
les résultats, le reporting, parce qu'évidemment, il n'y a pas de stratégie sans reporting, et ça, c'est un autre point qui sera probablement abordé plus tard. Mais il y a effectivement donc, la construction de la gouvernance avec une gouvernance adéquate, avec des meetings, avec des councils qui sont mis en place. Et puis, il y a aussi le fait d'avoir des meetings plus modestes, mais qui touchent encore plus de gens. Des management calls, par exemple. Moi, j'ai une fois par mois, il y a un management call où il y a plus de 400 personnes, dans lequel, en fait, on a de l'information descendante, mais aussi on explique qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on a la stratégie, pourquoi on a besoin des équipes, pourquoi... Tous les projets qui sont en place, les projets impactants au niveau de la décarbonisation, au niveau du E, au niveau du S, au niveau du G. Donc il y a tout ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'environnement, mais il ne faut pas oublier que dans le ESG, on a le E, on a le S et le G. Et le S, le social, est tout aussi impactant. Et pour moi, c'est aussi une force de l'entreprise de montrer que d'un point de vue ESG, on est impliqué, qu'on est impliqué, oui, au niveau de sa gouvernance, au niveau de sa politique. Et c'est pour moi aussi un avantage concurrentiel, mais c'est aussi une façon d'attirer des talents, de les attirer, de les retenir. Et donc il y a énormément de choses au niveau de la gouvernance. Caroline Hortense, Oui, j'allais peut-être ajouter la question qui peut se poser pour des personnes qui vont prendre un poste ou qui ont pris un poste, c'est à quelle vitesse doit-on rapidement cranter la gouvernance et quel système je vais prendre? Je l'adapte en fonction de la taille de l'entreprise, peut-être des comités existants, mais est-ce que ça doit être un goal de se dire, dans les 3 prochains mois, il faut à minima que j'ai une réunion, un comité, et à quel niveau? Est-ce que je commence par l'opérationnel en ayant un réseau de correspondants? Est-ce que je commence par plutôt au niveau de la gouvernance ou du management? Ça, c'est peut-être à sentir en fonction des priorités, mais tout ne peut certainement pas être mis en place dans les 3 premiers mois, mais peut-être que assez rapidement, c'est peut-être le message qu'on dit, il faut pouvoir cranter à tous les niveaux, c'est-à-dire avoir des relais pour que l'information remonte, elle descende et qu'on démultiplie les capacités. Donc c'est à garder à ça, adapter, mais c'est quand même une direction que l'on pousse. Ouais. Et je pense aussi que pour qu'elle soit efficace, il faut dès le départ, alors évidemment on parle de cranter, mais ça veut dire installer les bases. Quand on prend un poste de directrice RSE et qui est de surcroît une création de poste, il faut d'abord connaître son environnement et il faut aussi aller voir sur le terrain, l'opérationnel, parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est oui, vous allez mettre en place votre organisation, oui, vous allez créer vos communautés, mais il faut aussi communiquer. C'est-à-dire que l'ESG, c'est encore, c'est quand même une transformation métier, transformation pays, on est dans le management, dans le change management, donc il y a encore beaucoup de choses à mettre en place et souvent quand on arrive, tout est nouveau, donc il faut se donner les moyens et les moyens c'est la communication, donc c'est communiquer et être bottom-up et top-down pour pouvoir avancer et pour pouvoir se faire connaître et évidemment mettre en place les différentes gouvernances avec les différents comités à différentes échelles, mais en fait il y a le savoir et le faire savoir et ça pour moi c'est ultra important, surtout dans ces moments de transformation que l'on connaît, de change management. On a mentionné ce chiffre, on a demandé aux répondants comment ils s'étaient sentis soutenus par leur direction à leur prise de poste et comment ils se sentaient soutenus aujourd'hui. À la prise de poste, c'était 90% et aujourd'hui, c'est 75%. À titre personnel, moi, je trouve que c'est vrai que c'est robuste. Ça montre qu'il y a un soutien de la gouvernance qui tient dans le temps, malgré donc, le climat qu'on connaît depuis 2024-2025. Donc je trouve que c'est un signe qui est quand même très favorable. On entend beaucoup de choses, mais on voit qu'en interne, dans leurs organisations, il y a un soutien qui est quand même qui tient. Oui. Et moi, je dirais d'autant plus quand on est en création de poste. Ça veut dire qu'il y a une vraie volonté d'aller de l'avant, de prendre les sujets ESG à bras-le-corps, de ne pas considérer que c'est du bullshit ou du greenwashing, mais effectivement, et d'autant plus quand c'est rattaché, le département est rattaché et seul, est rattaché à la direction générale, ça veut dire qu'il y a vraiment une envie d'aller plus loin et une envie de prendre le sujet à bras-le-corps. Ce sont 2 chiffres qui sont très rassurants et je pense c'était une bonne surprise qu'ils apparaissent dans l'étude.
D'autres commentaires ouais. Alors, on va passer au deuxième thème, qui est la posture de business partner. Alors là, on a demandé aux professionnels de la RSE quel visage de la RSE ils souhaitaient incarner au moment de leur prise de poste. Et assez largement, il a sorti en tête le partenaire opérationnel ou business partner. Et ça, Caroline, peut-être un commentaire sur cette posture. Oui, alors je pense que toutes les postures sont bonnes. Déjà, elles sont toutes intéressantes. Ouais. Mais c'est vrai que le côté partenaire opérationnel, ça traduit bien le côté la RSE au service du modèle d'entreprise. C'est-à-dire qu'on est là, pas forcément en ajout, mais on est là pour catalyser, pour faire avancer des projets déjà peut-être existants. Parce qu'on arrive en création de poste, mais on arrive peut-être dans un environnement qui est déjà... peut-être déjà engagé avec des sujets. On faisait déjà la RSE avant qu'il y ait une création de poste, donc on est là plutôt pour faciliter, peut-être aider à supprimer des barrières ou des freins, ou trouver un souffle nouveau. Donc je pense que ça traduit bien cette volonté d'être en partenariat, c'est-à-dire de faire avec pour magnifier ou faire agrandir l'impact et peut-être donner un cadre, une méthode, trouver des partenaires internes et partenaires externes. Mais ce n'est pas la personne dans sa tour qui va infuser avoir toutes les solutions. Généralement, les solutions ne sont pas là, mais elles sont ailleurs. Mais c'est la méthode. Comment on fait, le faire savoir, je pense que ce que vous disiez est très important. Oui. Alors, moi, en tant que business partner, donc là, je connais bien le sujet, parce que c'est mon titre officiel. En fait, vous êtes un facilitateur. Vous êtes un pont entre toutes les fonctions transverses, parce que vous arrivez, vous êtes nouveau, donc s'imprégner de l'atmosphère, s'imprégner du métier, de la connaissance métier, et surtout aller sur le terrain, parce que quand on est dans sa tour d'ivoire, en fait, on ne sait pas ce qui se passe, et en fait, on apprend énormément en allant sur le terrain, à échanger avec les opérationnels, échanger avec les pays, parce que parfois un pays est plus en avance qu'un autre. Moi, j'en ai 13 dans mon scope, et c'est essentiel de faire remonter l'information, de montrer... Alors, c'est pareil, quand on a une stratégie ESG groupe, on est le pont. Donc, c'est-à-dire que on est le facilitateur, on explique pourquoi on a une stratégie ESG. C'est pas j'ai besoin de vos data à telle deadline. Pour moi, ce qui est clé, c'est d'échanger, c'est de montrer où est-ce qu'on va et pourquoi on y va. Donc, c'est la communication et la compréhension. Parce qu'un business partner, ESG business partner, les gens ne savent déjà pas ce que veut dire forcément ESG. Quand vous travaillez en transverse, et c'est quand même le but du business partner, c'est le facilitateur, mais que ce soit au niveau du procurement, que ce soit au niveau du continuous improvement, enfin à tous les niveaux, c'est comment vous embarquez les gens, comment vous leur dites c'est quoi le métier de la RSE, c'est quoi l'ESG, pourquoi on fait du reporting extra-financier, où est-ce qu'on veut aller, est-ce que c'est un avantage concurrentiel, est-ce que c'est un avantage pour la marque employeur. Et donc il faut parler aux gens, il faut leur expliquer. Et leur expliquer en ayant toutes les facettes possibles, en montrant toutes les différentes... en fait, les gens sont importants, que ce sont des vraies valeurs ajoutées pour l'entreprise et qu'à ce titre, ils participent à leur niveau à la stratégie, au déploiement de la stratégie ESG. Et ça, c'est super important. Mais vraiment, quand on dit on est dans une transformation, transformation métier, la gestion du changement, c'est exactement ça. C'est un métier qui existait, alors pour certains, il y a plus de 20 ans, il y a des grosses entreprises qui étaient déjà très aiguisées sur la thématique, et puis d'autres beaucoup moins, voire pas du tout. Et en fonction de la maturité business de l'ESG, de l'entreprise dans laquelle on est, eh bien, c'est comment on va embarquer les gens, comment on va déployer cette stratégie et comment on va considérer que la politique ESG, la stratégie ESG n'est pas une contrainte mais une opportunité, et comment on peut, en embarquant tout le monde en disant voilà, on va faire des choses et des belles choses et des grandes choses ensemble. C'est ça qui compte aussi. Et peut-être ici, le deuxième chiffre qu'on monte sur ce slide, on a demandé aux répondants le principal moteur pour faire avancer les sujets RSE, et on voit que pour 51%, c'est quand même des pressions externes, donc l'évolution des marchés, des demandes de clients, des appels d'offres, des donneurs d'ordre. Et ça, c'est très important parce que ça montre que c'est structurant, c'est relativement stable dans le temps, et ça montre que ça répond vraiment à des besoins business, et que la RSE et ces professionnels peuvent être des facilitateurs
des directions opérations, des directions commerciales bien sûr, des directions stratégiques, des directions financières quand il s'agit d'aller accéder à des modes de financement divers. Et donc ça, je pense que ça donne une prise, comme on le dit dans le livre blanc, sur des métiers de la RSE sur le business. Exactement. Moi, j'aimerais juste souligner le terme de business partner, en fait, qui est assez nouveau dans le vocabulaire RSE et du coup dans la posture. Ça s'est vraiment invité ces dernières années et ça dit bien que il faut travailler main dans la main avec les équipes et de manière agile et de manière transverse, comme vous l'avez dit, Caroline et Hélène. Ça montre quand même aussi que le deuxième critère, c'est l'agent du changement, parce que pour être le business partner, il faut donc savoir créer des ponts, mais aussi on fait quand même beaucoup du travail pour l'avoir vécu, c'est la conduite du changement. Vous l'avez évoqué et c'est... je pense que c'est intéressant de voir que c'est quand même 70% des réponses, parce que je pense que c'est l'un avec l'autre, certainement. Pour être un bon business partner, il faut bien maîtriser la conduite du changement. Absolument. Et peut-être pour surtout l'accompagner. Oui, voilà. C'est l'accompagner et embarquer des gens pour qui, ce que je disais, la thématique ESG, il y en a qui savent parfois pas ce que ça signifie. Donc, quand on est dedans, c'est facile, mais le plus difficile dans l'accompagnement du changement, c'est d'embarquer les gens et de leur montrer l'importance, le pourquoi, comment et quoi. Et pour ce faire, il y a une dimension de communication, vous l'avez mentionné, mais il y a une dimension d'écoute et de compréhension et de connaissance de son business. Vous l'avez mentionné aussi. Et c'est vrai que des éléments qui ressortent dans l'étude et que vous verrez, moi, j'ai deux choses m'ont marqué. C'est le temps qu'il faut passer, l'énergie pour bien comprendre le business. Ici, je cite Alice Grillon, qui est responsable de transformation durable chez Lacoste, où elle m'a expliqué en interview le temps qu'elle a pris pour comprendre les matières, les textiles, les procédés de fabrication. C'est un temps qu'il faut investir avec curiosité. En plus, en général, c'est intéressant. On a intérêt à être plutôt intéressé par son industrie parce que ça va derrière infuser dans énormément de choses qu'on va faire. La deuxième, je trouve qu'elle est aussi, et nous, c'est ce qu'on enseigne beaucoup à nos étudiants, une dimension financière, c'est lire le rapport annuel. Ça peut paraître bête, mais le maîtriser, comprendre les différentes business units, les marges, les évolutions structurelles des différents métiers de son entreprise. Ça demande du temps, mais il faut vraiment le faire parce que derrière, ça va infuser sur sa crédibilité et sa manière de communiquer avec tous ses autres interlocuteurs dans l'entreprise. Et moi, je pense aussi que quand on prend un poste de business partner ou directrice ESG, Sustainability, on peut découvrir le secteur. Moi, c'est mon cas, l'aéronautique, je n'étais pas du tout dedans. Et en fait, il faut rester humble. Et l'humilité, pour moi, c'est très important, c'est de dire, en fait, je ne connais pas, mais apprenez-moi. Et ensemble, on va pouvoir créer des choses qui vont faire des belles choses. Donc, c'est connaître son business, et c'est pas tout de suite qu'on connaît son business quand on ne sait pas, quand on n'est pas, on le connaît pas. Mais savoir aussi faire confiance, être humble et faire confiance en disant, j'ai pas d'expérience, mais j'ai une autre expérience et ensemble, on va pouvoir y arriver ensemble. Le troisième thème, c'est celui de la complexité interne et externe liée à ces postes, qui sont bien sûr des postes transverses. C'est la capacité à gérer des projets complexes et transversaux, c'est la compétence qui ressort en numéro 1 quand on demande aux professionnels la compétence la plus importante pour occuper leur poste. Et là, alors Caroline, je pense que de par vos interactions avec les clients que l'on accompagne et puis aussi dans mes expériences passées, c'est vrai que la complexité, alors pour moi ça joue sur plusieurs tableaux. D'abord, on a la prise en main de projets complexes parce qu'ils sont transversaux, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs acteurs, plusieurs directions, voire pays ou régions, avec des sujets qui peuvent être très techniques par exemple ou très réglementaires. Si on prend le sujet de la CSRD par exemple, ça a été une plongée dans un texte réglementaire complexe et mouvant. Ça peut être la décarbonation pour lequel il faut maîtriser soit les techniques au niveau des matières, du recyclage, du sourcing. Donc on doit rapidement, là peut-être adopter cette posture d'expert ou monter rapidement en compétence sur des sujets. Donc là il y a un côté un peu assembleur de savoir, de compétences et aussi multipartite. Donc on doit reporter, communiquer, s'assurer de la profitabilité du projet. Enfin voilà, on est un peu sur tous les feux. Donc ça peut être ça la première
je dirais, complexité, mais également peut-être comprendre la complexité interne. Même s'il y a une création de poste forte, je pense qu'on n'arrive jamais sur un terrain complètement vierge. Et ce serait peut-être presque un faux pas de faire table rase de ce qu'il y a eu avant. Et donc, comprendre ce qui s'est passé avant, pourquoi on a amené à faire une création de poste. Je pense que c'est très important de savoir quelles étaient les personnes avant vous qui géraient ce sujet, parce que bien souvent, c'était des casquettes d'autres personnes, donc peut-être sans faire peut-être des nouveaux amis pour savoir ce qui s'est passé, pas bien passé, pourquoi on a cherché à créer un poste. Trouver les succès, trouver les sujets, pour se faire une meilleure perception de l'environnement interne dans lequel on arrive. Puis il y a la question des enjeux. On doit à la fois maîtriser les enjeux macro du marché et de la concurrence, et puis parfois un peu le détail de comment fonctionne telle machine, telle technologie, telle matière. Donc on passe souvent du macro au micro et du court terme au long terme. Moi j'ai cette expérience quand j'ai commencé en RSE. Alors vous m'excuserez, c'était il y a quelques années, c'était moins prégnant, mais je me souviens 2008-2010, moi j'étais dans le domaine de l'immobilier où en fait c'est un temps très long et on sait que ce qui va vraiment avoir un impact, c'est modifier le design des bâtiments ou leur exploitation. Et au très court terme, on parlait de l'impression recto verso, des paniers bio et de la cantine. Et en fait, c'est du court terme, moyen terme et enjeux micro-macro. Oui. Et il fallait autant convaincre pour ces enjeux qui étaient importants pour la plus grande partie de la population et pas rater le coche des grands impacts. Et je pense qu'on est souvent là-dedans. La complexité, elle réside là. C'est-à-dire qu'on doit convaincre sur du quotidien et du long terme. Oui. Moi, c'est vraiment ça qui m'a le plus marqué dans mon expérience, de jouer sur ces différents tableaux. C'est bien évidemment, après, il y a la complexité aussi externe, mais je pense que déjà en interne, on arrive à faire cet état des lieux, peut-être, qui me semble assez nécessaire. Un petit peu ses forces, faiblesses, et comprendre vraiment ce qui s'est passé avant, pour peut-être pas reproduire les erreurs ou pas froisser. Enfin, moi, j'ai parfois pas su détecter qu'il y avait eu d'autres personnes qui s'étaient mobilisées sur les projets et à qui on a retiré le sujet. Et vous arrivez tout plein d'ambition, et puis mais ambition de bien faire, et puis de dynamisme. Et il a fallu retourner un peu les situations, dire viens, on va travailler ensemble en fait. Je ne sais pas si ça a été votre expérience, mais moi, c'était... Voilà, l'attention d'autres étaient là avant moi. Ouais. C'était un peu Après, sujet. Ceci dit, vous parlez de la CSRD. Enfin, non, je parle de la CSRD, mais en fait, la CSRD, c'est une nouveauté pour tout le monde. Donc, on n'est pas forcément expert dans son sujet. On découvre, surtout en matière réglementaire, il y a des choses qui tombent comme la CSRD. Personne n'a d'expertise sur la CSRD. Et en fait, on apprend ensemble, en groupe de travail ou en formation, en training. Mais voilà, ça fait aussi partie du job. En fait, pour moi, il n'y a pas de profil parfait. Alors, je suis complètement d'accord, transformation, mais surtout anticipation et compréhension de son secteur, de son environnement, et agilité, adaptation. C'est vrai qu'on pourrait se dire, peut-être encore une fois, une question de conseil pour ceux qui sont dans cette situation ou qui viennent de prendre un poste ou qui l'anticipent. On se dit parfois, il va falloir que j'établisse ma feuille de route. Soit on nous la demande, soit on la propose. Et j'invite ces personnes à intégrer cet état des lieux ou rapport d'étonnement un petit peu, ça peut être même très qualitatif, du verbatim, des impressions, à cette feuille de route, parce qu'à mon avis, ça va aider à un petit peu reprioriser les sujets en disant ok, au début on s'était dit avec le comité, avec le DG qu'on allait travailler sur tel et tel sujet, mais en faisant mon tour des sites, des directions, j'ai pu noter qu'on me parlait beaucoup de ce sujet qui n'était peut-être pas sur votre radar. C'est un signal faible, qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qui a été fait avant. Je pense que c'est important d'avoir cette posture d'humilité, mais aussi d'écoute en disant je viens un peu faire le consultant interne, parce qu'il ne faudrait pas partir dans des directions qui seraient pas challengées. Je dirais que c'est presque une responsabilité de la personne qui arrive de dire je vais étendre, je vais faire un panel large, et puis après ça permet peut-être de renégocier la feuille de route qu'on nous a peut-être proposée et qu'on peut D'où l'importance d'aller sur le terrain et de rencontrer les différentes équipes, départements, pour pouvoir voir comment on peut collaborer ensemble et comment on peut s'entraider de façon transverse. Tout à fait. On va passer au quatrième thème. Oui. C'est celui, on l'a appelé jouer avec les forces et les moyens en présence. C'est la question des moyens mis à disposition.
Peut-être Hortense, pour commenter le chiffre de gauche qui nous a un peu surpris. Alors oui, effectivement, alors dans les moyens, on a autant une équipe, un budget, des outils, des moyens d'influence, etc. On a quand même été, comme le dit Guillaume, assez étonnés de voir que la majorité était satisfait, très satisfait, assez satisfait des moyens mis à disposition, parce que ce n'est pas toujours ce qu'il en ressort des discussions qu'on a. Ou neutre, oui. Ouais. Exactement, Ouais. ou neutre. Donc ça, c'était une bonne surprise. Et du coup, je laisse... c'est Caroline, est-ce que vous voulez intervenir moi j'ai été dessus assez surprise. J'ai pris un petit temps de réflexion par rapport à ces résultats. Mais j'ai essayé d'identifier, me dire à quoi ça pourrait être dû. Alors peut-être qu'il y a effectivement cet effet prise de poste et puis aussi les créations nouvelles qui s'appuient peut-être sur des moyens étoffés. Si on va vers une création de poste, c'est qu'on a bien établi le constat, le besoin d'avoir être sérieux sur ce sujet, donc de doter d'un point de vue financier et d'équipe ces créations de postes pour qu'elles soient vraiment dans la réussite. Donc ça, je pense que c'est une évolution, un apprentissage peut-être des organisations, mais aussi peut-être un effet de la technologie. On voit qu'on a peut-être besoin, on peut aller plus vite grâce à de nouveaux outils. Je pense, par exemple, je vais parler pour les outils de reporting qui permettent de faire du reporting plus rapidement. Donc peut-être que si la direction est déjà dotée d'un outil de reporting, par exemple, on se sent peut-être plus en confiance sur les moyens mis en œuvre. Si on a eu aussi un réseau qui est peut-être existant, c'est-à-dire des personnes dont ce n'est pas le métier à 100%, les achats, l'informatique, l'opérationnel, les services généraux, qui ont déjà peut-être une partie de leur temps qui est dédiée à mener des projets ESG. Quand on arrive, on se dit « Ah, en fait, je ne suis pas seule. Les projets sont déjà menés. » Donc, ça, je pense que ça renforce le sentiment de confiance dans la capacité à pouvoir dérouler cette feuille de route versus être complètement seul. Donc je pense qu'il y a aussi une acculturation. Alors on dit que tout le monde ne connaît pas ESG ou la RSE, mais par rapport il y a 10 ans ou 15 ans, je pense que l'acculturation globale des organisations est plus forte. Donc on sait un peu plus ce que c'est la RSE. On peut peut-être nommer 1 ou 2 projets. Donc on a de la technologie à disposition, une acculturation à mon avis plus forte et des ressources plus importantes en termes de connaissances. Il y a plus de formation, il y a plus de ressources avec les moyens actuels pour pouvoir se renseigner. Donc je pense que ça doit aussi aider à pouvoir prendre les postes. Il y a des formations, des vidéos, des tutos. Donc je pense que ça aide aussi. Et puis aussi, je dirais peut-être des dispositifs d'aide. Beaucoup d'entreprises que nous accompagnons ont aussi des dispositifs d'aide. Je peux citer ACT pour la décarbonation, de l'ADEME, la BPI, qui a beaucoup notamment pour les PME et les ETI, qui peut apporter des ressources et un cadre et des consultants aussi à disposition. Donc je pense qu'on est dans un environnement plus riche, plus complet, qui doit quand même permettre de dérouler plus facilement. Après, parfois, je pense que comme les sujets évoluent, on a peut-être, dans 6 mois, dans 9 mois, on sera peut-être confronté à, peut-être pas un manque de moyens, mais peut-être une adaptation des moyens aux nouveaux sujets. Parce que c'est toujours ça, c'est toujours un sujet qui va arriver. Et donc, on n'a peut-être pas les ressources existantes. Donc, c'est là où moi, je verrais peut-être un suivi dans les sondages. Peut-être on verra ça. Moi, je trouve que le 40%, il est très cohérent avec le premier chiffre qu'on a vu en tout début de webinaire, avec l'engagement du CEO, Oui. le fait que l'ESG soit considéré comme stratégique au sein de l'entreprise. Donc, moi, je trouve que tout ça est très cohérent. Et c'est vrai, comme vous le disiez, Caroline, le fait d'avoir beaucoup plus de ressources externes au niveau à notre disposition. Je pense aussi au C3D, je pense aux webinaires comme celui-ci par exemple, qui vont permettre aux gens intéressés de la RSE ou pas de pouvoir s'acculturer. Mais l'acculturation reste quand même un point très important, même si, si on en parle plus qu'il y a 10 ans, mais quand vous êtes au sein de votre structure, je peux vous dire que, comme on dit, la répétition entraîne l'assimilation, et ça, c'est pas une phrase vaine. Je pense que si ça, pour faire le lien avec la suite, un conseil, en tout cas avec ma modeste expérience, ce que je pourrais partager avec les personnes qui vont se retrouver dans cette situation, c'est ce n'est pas que la composition et la taille de votre équipe, c'est surtout aller mobiliser les équipes des autres. Alors, moi, ça a été vraiment
mon grand sujet, c'est-à-dire c'est trouver de la capacité dans les autres directions pour déployer plus rapidement, et puis les sachants sont là. Donc c'est pas que le faire parce que je n'ai pas les moyens, c'est parce que les autres savent mieux que moi. Donc ça peut aussi être une suggestion. Si on se trouve dans la situation où on trouve que peut-être les moyens ne sont pas suffisants, mais en fait les moyens existent, il faut aller les trouver, notamment à l'intérieur des entreprises. Et là, c'est de la capacité d'influence, de mobilisation pour aller trouver des ETP ailleurs. Le 5e thème, embarquer les équipes. Voilà. On en a déjà un petit peu parlé, on vient d'en reparler, c'est vrai que c'est central. Et là, on a demandé aux répondants le premier élément qui avait contribué à leur reconnaissance dans leur rôle. Alors là, malheureusement, les chiffres ne s'affichent pas, mais le premier, c'est un premier succès visible sur leur projet. Donc on voit que c'est un moyen d'embarquer. Le deuxième, c'est la communication, à peu près à part égale, avec le soutien affirmé de la direction. Donc ça, sans surprise, un thème qui revient. Et peut-être là, sur cette question du premier succès, c'est quelque chose qui revient, essayer d'avoir un quick win, un premier succès. Là, Caroline, peut-être un... Oui, c'était Hélène, mais je veux bien. Alors pour moi, c'est embarquer les équipes, c'est aussi clé que d'avoir un CEO qui valide la démarche. Donc moi, quand je suis arrivée, j'ai commencé par créer mes communautés. Ma communauté E, ma communauté S, ma communauté G. Donc c'est quoi une communauté? C'est toutes les parties prenantes, alors notamment pour la communauté E de environnement, c'est ceux qui vont me fournir la data collection en fait. Et ce qui est, pour moi est super important, c'est vous les embarquez parce que vous avez un but commun. Donc c'est 1, vous les identifiez, 2, vous créez votre communauté, 3, vous la faites vivre. La faire vivre, ça veut dire quoi? Ça veut dire organiser, donc j'ai des monthly meetings avec mes 3 communautés. Alors du côté légal, c'est un peu plus compliqué parce que voilà, il n'y a pas toujours des choses à dire aussi de façon régulière. Mais la communauté E et la communauté S, c'est juste génial parce que vous avez créé cette communauté, vous l'animez et vous avez des gens qui viennent de plus en plus nombreux. Donc moi, j'en ai à peu près, je suis partie de 40 et en fait, de fil en aiguille, j'ai le procurement qui s'est rajouté, j'ai HSSE, beaucoup sont rajoutés et c'est très bien parce que ça veut dire que vous pouvez parler de ESG, de la stratégie et souvent la stratégie ESG, oui, elle est discutée à très haut niveau, mais pas forcément redescendu. Et en fait, moi, ce que je trouve hyper important et qui est repris dans vos chiffres, c'est la communication. Je parlais du top-down et du bottom-up. Tous les mois, je fais 1 heure, j'ai mon monthly meeting. Alors, bien sûr, je redescends les infos sur le Sustainability Report, sur le Q3, enfin, sur des tas de choses. Mais c'est pas juste, ils vont passer 1 heure à m'écouter parler. Je mets un point d'honneur à ce que mes pays, j'en sélectionne 2, alors je leur demande évidemment, c'est sur la base du volontariat, je leur demande de prendre la parole pour pouvoir nourrir la communauté en leur disant voilà, vous faites des slides, vous n'en faites pas, vous avez un sujet que vous voulez partager sur le waste, sur une best practice, peu importe, mais prenez la parole, c'est le moment, on est entre nous, on est en famille entre guillemets, et comment est-ce que vous allez pouvoir interagir? Et en fait, ça marche. Et ce qui marche, c'est de dire tous les mois, on a un meeting, je vous redescends les infos, mais vous, partagez-vous des topics qui sont communs et ça vous crée une dynamique et ça vous crée ça fédère et ça c'est ultra important. Et pour moi, la deuxième chose, donc je leur dis toujours quand je commence, j'ai 2 mots-clés, c'est anticipation et célébrer. Donc anticipation and celebration. Pourquoi? Parce que sans eux, on n'a pas de stratégie. Pourquoi? Parce que c'est eux qui sont à la base de fournir toutes les datas, la data collection sur l'environnement, sur l'eau, sur tous les KPIs. Et si eux ne nous remontent pas les infos, en haut, il n'y a personne qui va pouvoir faire la stratégie. Donc, ils sont clés et ça, c'est leur donner une valeur et leur dire, vous êtes super important parce que sans vous, il n'y a pas de stratégie. Et surtout, les remercier. Parce que les remercier, ça veut dire, j'ai compris ce que vous apportez, vous avez une vraie valeur ajoutée. Et quand vous les embarquez aussi, c'est vous les incitez. Et moi, j'organise régulièrement, par exemple, le World Cleanup Day. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est par les Nations Unies. Enfin,
C'est lancé par les Nations Unies. Et l'année dernière, ma première année de prise de poste, ça a été national, donc juste au niveau de la France. Et moi, je me suis dit, en fait, non, on va le faire de façon internationale et régionale. Donc, j'ai embarqué mes 13 pays, dont l'Inde, dont l'Afrique du Sud, dont la Thaïlande, donc mes pays extra-européens. Et en fait, c'est incroyable le nombre de participants. Alors, évidemment, ça se prépare. Vous êtes en amont, donc d'où l'anticipation, parce que faire travailler ces équipes sous stress, c'est jamais bon. Et ça vous donne un très mauvais profil, entre guillemets. Mais les fédérer sur autre chose que la data collection, ça, c'est génial, parce que ça les met en perspective. Idem pour le S. Moi, j'ai lancé un projet Watson. C'est quoi Watson ? C'est le fait de dire, je suis dans un secteur où les hommes sont surreprésentés et les femmes sous-représentées, l'industrie aéronautique. Donc, comment je vais pouvoir mettre en visibilité les femmes ? Eh bien, en fait, j'ai organisé un shooting avec des posters où c'est des vrais gens, ce pas des acteurs, des vrais gens, des gens qui travaillent dans les pays, dans les stations, dans les entrepôts, dans les magasins, et de les mettre à l'honneur, femmes et hommes. Et en fait, il y a plein de choses qu'on peut faire, et ça, c'est juste passionnant. J'ajoute un exemple qui est remonté dans les interviews, c'est parfois le travail sur la raison d'être. En fonction de l'entreprise dans laquelle on arrive, si on se rend compte parfois il a été fait, ça a été un gros sujet de ces dernières années, mais parfois il n'a pas été fait, où on sent qu'il y a d'autres choses qui ressortent. Ça peut être un moyen d'embarquer, de donner du sens et d'être aussi, c'est assez visible. Donc ça peut être aussi un des chemins. Donner du sens, ça veut dire expliquer pourquoi c'est important et pourquoi on va le faire et pourquoi on va le faire ensemble et comment on va réussir ensemble, parce que ça c'est aussi hyper important. Et parfois faire remonter le sens parce qu'il est là dans la nature inhérente à ce qu'on fait, pourquoi on le fait, et le faire émerger, remonter, le formuler d'une manière qui embarque tout le monde, qui fédère exactement. Et quand on demande le premier succès, en premier vient faire approuver une feuille de route claire. Et en général, ce qui revient quand on creuse, c'est la manière dont elle a émergé, du haut vers le bas, du bas vers le haut. Et le deuxième, c'est obtenir un label ou une certification. Et en troisième, la raison d'être qu'on vient de citer. Je ne sais pas si vous avez un commentaire. Oui, moi ça m'a assez surpris dans le sens où ça répond à la question votre premier succès. Et alors, quand j'ai vu obtenir un label ou une certification, j'ai fait la réflexion que ce sujet prend un peu de temps. Et je me suis alors demandé si leur premier succès était arrivé un peu plus tardif, au-delà des 3 premiers mois ou 4 premiers mois, ou peut-être était-il arrivé en fin de parcours pour vraiment porter le sujet, parce que effectivement, je pense qu'obtenir un label ou une certification en RSE, c'est un peu une façon de rassembler sous une bannière en fait une collection d'initiatives assez diverses et qui peuvent rassembler beaucoup de différentes personnes ou directions dans l'entreprise. Donc je trouve ça assez intéressant, mais ça peut prendre du temps, mais c'est très structurant parce que derrière il y a de la méthode, il y a un regard potentiellement externe, donc on est je pense là sur une piste intéressante. La feuille de route peut aussi prendre du temps, c'est-à-dire qu'on arrive dans une entreprise, peut-être si c'est une création de poste, y a-t-il une stratégie ou non? Est-elle plus ou moins établie? Parce que d'abord, avant d'avoir une feuille de route, c'est peut-être réfléchir à la stratégie. Alors, il y a aussi une autre piste, c'est de partir plutôt vers de l'opérationnel, donc les petits pas, et puis reboucler sur une stratégie de plus long terme, parce qu'on se rend compte que ça va être peut-être plus long que prévu, donc on travaille un peu sur les deux horizons de temps. Donc la feuille de route peut être une feuille de route plus moyen terme, en se disant, mais voilà, déjà je vais faire de l'acculturation, je vais sécuriser le reporting, faire peut-être une mise à jour de la matérialité par exemple. Donc ça peut être une feuille de route plus... C'est pas une question d'ambition, mais c'est une question d'horizon de temps, je dirais. Peut-être travailler sur les deux tableaux. Et puis la raison d'être, moi je l'ai comprise comme étant peut-être aussi à rattacher à la mission, c'est-à-dire c'était la mission. Bon, la raison d'être, ce qui est intéressant, c'est de se dire qu'on va aller au cœur de ce pourquoi l'entreprise existe. Et donc on essaie de rattacher la RSE aux fondamentaux finalement. Et donc intéressant de faire travailler le collectif pour peut-être remobiliser derrière un projet plus fédérateur. Alors moi je voudrais juste rajouter qu'effectivement il y a ces 3 points-là, mais il y a un autre point qui est sous-jacent et que, alors oui on vient de l'évoquer aussi, mais l'acculturation. L'acculturation c'est un point clé parce que c'est quoi votre premier succès? Comme vous venez de dire Caroline, le label ou la certification ça prend beaucoup de temps.
quelque chose qu'on voit très rapidement, c'est si vous embarquez vos équipes, si vous avez créé vos meetings, vos monthly meetings, etc. Et quand on parle d'acculturation, la semaine dernière, j'ai été invitée par le procurement qui faisait son meeting, un séminaire avec les 13 pays. Et en fait, on m'a demandé d'intervenir. Et en icebreaker, donc procurement, je leur ai dit, est-ce que tout le monde sait ce que veut dire ESG ? Et bien là, j'ai été extrêmement surprise parce que beaucoup ne savaient pas. Donc, ça veut dire que votre premier succès, c'est quand vous avez dans l'entreprise un niveau de connaissance de l'ESG. Alors après, on passe à la stratégie, mais que pour moi, le succès, c'est une autre forme de succès, c'est de dire j'ai acculturé mes people et j'ai réussi à ce qu'ils sachent que c'est quoi l'ESG, pourquoi on le fait, etc. Donc, c'est vrai que je le redis. J'insiste beaucoup, mais finalement, le premier succès, c'est aussi ça, quoi. C'est de savoir qu'on n'est pas juste une grappe de personnes qui savent, de personnes qui savent de quoi elles parlent, mais en fait l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. Sur la question de la temporalité, on a demandé aux répondants à partir de quand ils s'étaient sentis reconnus en interne dans leur poste. Et là, vous voyez donc ce calendrier avec quand même plus de 70% qui ont senti cette reconnaissance avant un an, enfin dans la première année, ce qui est quand même bien, et un certain nombre dès 3 mois. Après, que ça dépend ce qu'on entend aussi par reconnu. Ça peut être effectivement un sentiment de légitimité ou d'acceptation. Peut-être, en tout cas, le sentiment d'être à la bonne place dans une organisation qui soutient. Je pense que ça se voit assez rapidement. Après, on peut aussi attendre il y a peut-être la période au début où il y a beaucoup de dynamisme derrière la création de postes, le tour des directions, des sites. Et puis peut-être une période plus de réflexion où on peut être parfois confronté, moi je l'ai été, en dissonance. C'est-à-dire on se dit, ok, moi j'ai été recrutée pour peut-être cette feuille de route, je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être une réalité un peu différente. Comment je fais pour réconcilier les deux et me remobiliser sur une nouvelle lancée? Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément qu'on est déçu, mais c'est qu'on a des signaux qui sont parfois un peu contradictoires. Et c'est la vie des entreprises, entre parce que les personnes ont toute une perception différente. Et donc, il y a peut-être un peu de ça entre 6 à 7 mois. Je pense qu'il y a une petite descente à un moment. On se dit, soit parce qu'il y a beaucoup de sujets où on se dit la tâche est d'ampleur faramineuse, comment je vais faire? Si en plus on a des moyens peut-être neutres ou limités, on se dit, mais comment on va y aller? Donc, on peut peut-être nuancer en se disant, je pense que je suis à la bonne place. Mais le challenge est peut-être de taille. Il y a aussi les 100 premiers jours. Les 100 premiers jours qui sont pour moi hyper importants. C'est-à-dire que vous arrivez, bien sûr qu'on attend que vous délivriez, mais en même temps, c'est qu'est-ce que vous mettez en place très rapidement et qui soit forcément pas forcément une feuille de route, parce qu'au bout de 3 mois, c'est peut-être très ambitieux de dire je suis capable de déployer ou de construire une feuille de route avec une stratégie, mais qu'est-ce que vous faites pour justement les prémices, donc la création de vos communautés, il y a plein de choses, et les 100 jours, c'est aussi super important pour moi. On va attaquer le dernier thème pour se laisser une dizaine de minutes de réponse aux questions. Donc le dernier, c'est le piège de l'isolement. Et là, 2 éléments. Alors, c'est ressorti avec l'autre élément qui ressortait quand on demandait le piège dans lequel les personnes auraient pu tomber. Le premier, c'était de développer un sentiment d'illégitimité. Et le deuxième, c'est de s'isoler. On a abordé un peu ces 2 sujets. Et par ailleurs, dans les solutions, on a plus de 50% des répondants qui insistent sur l'importance des réseaux, des groupes de travail, des ressources, vous l'avez mentionné Caroline. Ça peut être parfois interne, mais c'est aussi externe, des réseaux de pairs. Le Pacte mondial qui participe à l'étude en est un, et il y en a d'autres, pour aller benchmarker, voir ce que font les autres, convaincre aussi en interne avec cela. Je ne sais pas comment les unes et les autres vous l'utilisez dans votre quotidien. Je pense que c'est un trait caractéristique de ce secteur, une ouverture et un souhait de collaboration.
même entre concurrents. Enfin, moi, je l'ai vu et en France et au Canada, où j'ai œuvré pendant 10 ans aussi. On retrouve les mêmes techniques de vouloir faire société avec l'autre, parce que généralement, les équipes sont petites et donc on va aller chercher de la ressource ailleurs. Et puis, ce sont des sujets nouveaux. Donc, en fait, on défriche ensemble et ça, je trouve ça assez intéressant. Je pense qu'il est important de se nourrir à la fois d'une communauté, comme vous disiez Hélène, à l'externe et à l'interne. À l'externe, c'est pour parfois aussi se rassurer qu'on est tous dans à peu près le même, on a la même compréhension des enjeux, on est à peu près au même niveau, on est dans le même bateau entre guillemets, mais aussi confronter les visions. On va rencontrer quelqu'un qui a pris peut-être le contre-pied de la façon dont nous on souhaitait aborder un problème, un peu de veille aussi, on va plus vite ensemble pour défricher des sujets, s'épauler. On peut aussi avoir un peu des groupes de parole où on vient s'épancher sur ces problèmes et on en ressort avec des solutions, parce que vous êtes quand même en posture un peu d'exemplarité au sein de l'entreprise et qu'il est parfois un peu compliqué d'aller trouver du relais en interne en disant j'ai telle difficulté, je ne connais pas telle méthode, donc voilà, ça peut être un groupe intéressant. Il y a un enjeu de visibilité aussi, il ne faut pas l'oublier, pour l'entreprise, en participant à ces groupes de travail, à ces réseaux, pour faire monter rapidement en visibilité même des plus petites entreprises, par juste la participation de la directrice ou du directeur RSE ou dans ces groupes de travail, dans des études. Je pense que c'est intéressant. Et peut-être en interne, pour revenir sur cette notion de communauté, peut-être trouver une personne qui peut être, ce fameux le buddy, on en avait parlé, de la personne, au Canada ils disent ça, le buddy, c'est-à-dire la personne ressource, qui n'a peut-être rien à voir avec votre métier, mais qui a une bonne oreille et qui va aussi pouvoir vous donner un peu le retour terrain. Quand vous avez fait une présentation en interne, quand vous avez lancé une première initiative, dis-moi, ça a été reçu comment, parce qu'on n'a pas forcément l'écoute ou la machine à café, on ne nous le dira peut-être pas. Et donc d'avoir cette personne qui va nous faire le miroir. On dit, oh là, ça s'est bien passé, là, peut-être que tu devrais ajuster. Voilà. Je pense que c'est intéressant dans cette aussi posture d'humilité, d'aller chercher le feedback et peut-être trouver quelqu'un qui, dans une autre direction, pourra nous la donner. C'est sûr. Alors moi je trouve qu'effectivement les groupes de travail externes sont très importants, parce que ça permet de poser un problème, mais on s'aperçoit qu'on n'est pas seul à avoir ce problème, donc quelque part ça nous rassure et en même temps ça nous permet de voir que finalement ce qu'on fait c'est pas si mal et qu'on se positionne plutôt bien par rapport au reste, par rapport à ses pairs, par rapport aux parties externes et pour moi c'est vraiment hyper important. On parlait de formation tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est échanger avec ses pairs, s'inscrire au C3D, enfin faire plein de choses, mais surtout se nourrir soi-même pour être dans le train, pour prendre le train en marche, être dans le bon wagon, pour se dire bon, je sais pas tout, mais je me nourris. Et comment je fais avec cette nourriture intellectuelle pour pouvoir m'en servir au quotidien. Et pour moi, c'est aussi important et jamais penser qu'on n'est pas à la hauteur ou quoi que ce soit, parce que en fait, celui d'en face, il est exactement comme nous, quoi. Même avec de l'expérience, il y a des choses style la CSRD, en fait, c'est nouveau pour tout le monde. Donc, garder sa confiance en soi et se dire c'est nouveau, j'ai une prise de... Je prends mon poste et en fait je connais pas tout et c'est ok de pas tout connaître, parce que en fait le but c'est de se dire je vais me nourrir et je vais aller à droite à gauche et puis je vais voir comment je peux m'améliorer. Et clairement aussi, c'est une des manières les plus convaincantes d'expliquer ce qu'on fait en interne et de convaincre un codir, c'est aussi de montrer ce que font ses concurrents, ses pairs dans d'autres secteurs. Ça rassure pour des codirs qui parfois ne sont pas en maîtrise des sujets, pour qui ça paraît loin, de savoir qu'ils ont quelqu'un qui fait un travail de veille important, qui peut présenter ce que font les uns et les autres, c'est extrêmement convaincant. Et de comparer par rapport où est-ce que nous on en est, où en est la concurrence, où en sont les autres, et on peut être positivement surpris, et c'est ce qui nous fait avancer. Je pense que c'est presque, ça faudrait avoir l'avis de l'experte, mais un avantage concurrentiel pour des candidats qui auraient un réseau déjà établi, c'est-à-dire qui auraient déjà eu des présences dans des groupes de travail, et pas forcément que à Paris par exemple centralisé, même ça peut être, on vient de Nantes, ça peut être dans des régions ou sur des secteurs ou des sujets très particuliers, la circularité, les déchets, mais d'avoir déjà cette capacité de réseau
je pense que ça doit être un atout pour les recrutements qui sont actuels, parce que ça montre qu'on va gagner en visibilité, qu'on a compris la logique d'apprentissage collectif. Et en tout cas, moi, si je devais recruter, je serais attentive à ce point aujourd'hui. Eh ben, vous avez tout à fait raison, Caroline. Oui, il y a et la capacité à aller s'ancrer dans un réseau et le fait d'aimer ça aussi, parce que c'est quand même un peu, pas forcément fait pour tout le monde. Et en même temps, le réseau qu'on peut avoir, qui peut être sectoriel par exemple. Ça peut être extrêmement intéressant en fonction du type d'industrie ou de service dans lequel on est recruté. Donc c'est souvent une force. Une force, Parfait. Il nous reste 6 minutes pour passer aux questions-réponses. Premier point. L'étude, vous allez pouvoir la télécharger via Webico et dans tous les cas, vous la recevrez en tant qu'inscrit au webinar demain, ainsi que la présentation qu'on vient de vous passer avec l'étude qui est un peu plus conséquente. Au sujet des questions, je vois que s'en affiche ici dans les favoris. Merci pour vos idées, vos conseils. Ils concernent surtout les grands groupes, comment s'en sortir et prioriser dans une PME, une ETI. Peut-être un point de préambule, les grands groupes, certes, c'est de mémoire 27% des répondants, mais il y a quand même les ETI, c'est 47%, il y a des PME, donc dans les résultats que vous allez voir dans l'étude, et en tête qu'il y a quand même beaucoup d'ETI et de PME. Alors on sait que ETI en France, ça peut aller de 300 à 5000, donc ça fait quand même, c'est vraiment dans des grosses entreprises. Peut-être un commentaire là-dessus Moi, je pense qu'on accompagne beaucoup de PME ETI avec Tuvalu, donc on le voit bien. Je pense que ça vient magnifier les compétences, les points qu'on vient de présenter. Lutter contre l'isolement encore plus, parce que votre équipe sera peut-être encore plus réduite. Donc les réseaux de plus belle et utiliser la capacité existante. Je dirais que, et peut-être la feuille de route, peut-être moins de comités, mais trouver son réseau rapidement, construire sa communauté. Et puis je dirais se rapprocher d'une autre TI pour voir comment est-ce qu'elle fait, que ce soit sectoriel comme Hortense vient de le signaler, ou juste tout à fait en dehors du secteur, mais voilà, c'est aussi voir ce qui se passe chez les autres, et parfois ça peut être une source d'inspiration. Oui, tout à fait. Et oui, juste, pardon, lire les rapports de Sustainability, les rapports ESG qui sortent chaque année, des grands groupes ou pas, mais ça aussi, ça peut être une source d'inspiration autre qui permettent de dire, bon voilà, eux ils ont fait ça, peut-être que moi je peux l'adapter à ma structure ou en prendre l'inspiration. Ça, je trouve que c'est une super pratique. En effet, quand on a une ETI, on a en général dans son secteur des leaders sectoriels qui sont des grands groupes avec des rapports hyper fournis, et ça aide à fixer un cap. Oui, et qui sont disponibles. Qui sont disponibles il faut s'en servir. Sur le site de l'entreprise et on n'est pas obligé de tout lire, mais on peut parcourir et puis on peut comparer avec d'autres. Ça donne du benchmark, ça donne un cap, on voit ce qui est priorisé. Et de la structure. Et de la manière de le présenter aussi. Et ça, c'est pour établir sa stratégie, sa feuille de route, c'est extrêmement précieux. On parle justement des questions sur le reporting. Quel type de reporting proposer, outre les obligations légales liées à la CSRD? Une grande question. Ça dépend évidemment des enjeux du secteur. Je pense que c'est toujours important entre l'aviation ou l'agriculture ou l'agribusiness, c'est pas toujours la même chose, mais je pense que ce qui est important, c'est d'adapter, de comprendre en fait si c'est des demandes de reporting externe, ou est-ce que ça sert aussi d'abord et avant tout le business. Et donc pour moi, le reporting, c'est de la donnée pour l'action. Donc en fait, avant tout, de reporting extérieur, on ne met pas des chiffres dans des tableaux pour s'amuser, c'est pour servir l'action, c'est-à-dire finalement rechallenger ses priorités. Donc moi je dirais quelles sont les priorités qu'on a établies en termes de RSE, trouver les 2-3 indicateurs clés. Comment on fait? On a des standards externes, donc il y a la VSME, la GRI, on peut faire tout l'alphabet de tous les standards, mais moi je dirais un standard international et un standard ou une référence sectorielle. Vous croisez les deux, prenez 3 indicateurs par grande thématique, et à partir de là, vous commencez petit. Vous commencez et après, on agrandit en fonction des demandes externes, parce qu'on peut vite se perdre dans le reporting. Une question, comment concrètement créer sa communauté? Donc on en a un peu parlé. Alors, créer sa communauté, alors ça dépend quelle est la structure, mais moi par exemple, dans mes 13 pays, j'ai identifié, alors c'est plutôt avec le HSSE, donc santé, sécurité, et le E de environnement, mais au niveau réglementation. En fait, c'est identifier les personnes qui vont faire le reporting, qui ont un intérêt
à parler ESG avec vous ou qui vont être des parties prenantes. Donc ça peut être HSSE, ça peut être procurement. Chez moi, il y a aussi du procurement. Ça peut être, qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, j'ai procurement, HSSE, parfois du légal, mais là je parle de ma communauté E. C'est aller identifier dans vos pays, dans vos régions, dans vos, peu importe, les gens qui vont avoir un rôle clé, et notamment pour le reporting, mais aussi peut-être pour être moteur quand vous allez organiser des événements comme le World Cleanup Day ou autre. Qui est-ce que vous allez pouvoir avoir en relais, en bâton de relais? Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la capacité et l'intérêt des personnes pour le sujet. La question est de les trouver, bon, ça peut facilement se faire. Et après, si vous leur donnez une plateforme pour qu'elles puissent partager leurs idées et valoriser le temps qu'elles y passent, je pense que vous êtes gagnant. Enfin, c'est comment on crée les conditions pour qu'elles puissent partager. Alors moi j'ai été confrontée à un sujet à un moment, c'est que aussi c'est comment on libère de la capacité chez les autres pour qu'ils n'aient pas de job à faire en fait. Donc il y a un moment, il y a peut-être aussi des discussions avec leur manager en disant ben voilà, j'ai l'impression que cette personne a vraiment de l'intérêt et a une bonne compétence sur ce sujet, est-ce qu'on peut pas peut-être prévoir un temps officiel dans sa fonction de 10%, 20% pour le reporting ou pour un projet, pour aussi sécuriser ces personnes, parce qu'à un moment la communauté peut s'essouffler. Parce qu'il y a d'autres... ils sont payés à faire autre chose, je vais le dire clairement. Donc, moi, ma solution, ça a été d'aller négocier parfois un peu du temps officiel pour certaines personnes qui devenaient clés, en fait, et j'avais besoin de sécuriser. Alors là, moi, je dirais oui et non. Ils sont payés pour faire autre chose, certainement, mais ils sont aussi payés à certains moments quand vous avez une stratégie ESG groupe et que vous avez votre data collection. Ils sont aussi là pour pouvoir assurer que vous avez les bons chiffres, que vous pouvez faire remonter beaucoup plus, enfin, step by step, mais plus haut. Donc, je pense que ça, c'est dès la prise de poste, c'est de voir qui potentiellement peut être sa communauté, qui peut appartenir, qui est en charge de contribuer pour peut-être 20% ou pas, mais il y a toujours le collectif qui est dedans. Et ça, c'est poser les bases. Et après, quand on dit comment est-ce qu'on fait, en fait, moi, je l'ai fait de façon très simple. Meeting request une fois par mois, créer la communauté, fédérer, et ça veut dire expliquer pourquoi on est là, et ça se fait tout seul. Alors évidemment, il faut avoir du contenu. Alors, le reporting, il revient de façon très régulière. Donc, il y a des sujets qui reviennent de façon très récurrente. Et puis, il y a aussi le fait de leur donner la parole sur un sujet qui leur plaît, sur un article qu'ils ont lu, sur quelque chose qui les a interpellés. Et c'est comme ça que vous créez le lien dans votre communauté. On arrive au terme de cet échange. Alors, pour le prolonger, on vous a mis un sondage. Donc, vous pouvez cliquer sur Webikeo, sur un lien sondage pour répondre à une question. Il y a des questions qu'on n'a pas pu traiter. Donc, bon, là, vous pouvez toujours nous retrouver et on est ravis, nous, de prolonger, en tout cas pour ma part, ces échanges après. Et après l'étude aussi, de recevoir des retours. Merci beaucoup. Merci. Hélène, Hortense, Caroline pour cet échange. Merci de nous avoir suivis. Et puis, prolongeons ces échanges suite à l'envoi de l'étude. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.